J'ouvre à 13h, pardon. J'ouvre à 13h. Ah, d'accord. Il y a des vinyles là? Oui, que des vinyles. Neuf ou occasion? Les deux. Américain? Jamaïcain, madame. La Jamaïque. Pas d'Afrique ou américain? Un petit peu. Un petit peu. Vous cherchez quoi? C'est un morceau américain là que j'aime bien, les Jackson. Ah, j'ai pas Demi ça. Rousseau. Ah, j'ai pas ça. Mais Non, que Jamaïque, pas. Jamaïque. Que Jamaïque, Bob Marley. Ah, mais c'est mon mari qui viendra alors ici. Ah, je croyais que c'était Bob Marley, votre mari. Non, il est mort, non? Hélas. Mais il adore Bob Marley. Envoyez-le-moi. Ah ben, on est là. 56, il va venir. Je serai là. À tout à l'heure. Au revoir. C'est pas si simple, voilà. Donc c'est une recherche, c'est une quête personnelle, la musique. Il faut passer par des ogres, des cavernes, voilà. Et après, tu m'as dérobé un peu de mes disques, et tu es parti avec une petite partie du Graal et de ta quête. Fais un petit tour du propriétaire? Je t'en prie, vas-y. Passe derrière le comptoir, là où tout se passe. Donc j'ai fait un peu de rangement. Attention à tes pieds, ne te prends pas dans les fils. Attention aux piles de disques, ne dérange rien. Donc là, regarde, c'est là mon poste de travail, c'est là où j'officie, là où je passe les disques pour les clients, où je les conseille, je les renseigne, où je les dirige, où j'essaie de leur vendre les disques que j'ai envie de leur vendre, parce que je ne leur vends pas forcément ce qu'ils veulent, hein. C'est pas si simple la vie. Donc mes platines, voilà, mes CD, mon petit ordinateur, mes petites piles de disques. Le plus drôle, c'est le grand classique, je pense que c'est pas que dans le reggae, dans toutes les musiques c'est un peu la même. Tu as des gens qui rentrent, qui te font ah ouais, j'étais à une soirée, j'ai entendu un truc extraordinaire, ça faisait genre vas-y chante. Et en fait, il faut retrouver le titre. Et des fois, on retrouve. Et quand tu retrouves, ils font ah ouais, c'est marrant, c'était moins drôle, c'est moins bien que ce que je me souvenais. Ben oui, il n'y a pas les femmes nues qui dansent, la drogue et l'alcool. C'est moins drôle la vie, en vrai. Voilà. On a une position centrale aussi en France par rapport à, tu vois, c'est un peu le chemin obligatoire. Si tu viens de Belgique, tu prends pas l'avion, tu passes par la France. Si tu viens d'Allemagne, tu passes par la France. Tu as vu, genre il y a 10 minutes, il y avait un client qui était polonais, il me semble, non? Voilà. Donc, si tu veux, le fait d'être à Paris, fait que il y a tous les jours, je fais partie du circuit touristique des gens qui aiment le reggae en France. Et à un moment, on était 4 ou 5, il y a 15 ans. Puis petit à petit, le marché s'est réduit, spécialisé. Genre, ça devient de plus en plus difficile d'y arriver. Donc, les gens ont un peu jeté l'éponge. Il y avait quoi? Il y avait Blue Moon 1, Blue Moon 2. Il y avait quoi? Dipro, enfin, il y en avait plein. On était concurrents, amis, on se connaissait tous. Hein, tous les gens qui ont ouvert une boutique à Paris, c'était des clients des boutiques d'avant. Là, je crois que la première, elle a ouvert dans les années 70, Galerie des Champs-Élysées. Ouais, incroyable. Total, je sais pas, je crois que c'était, je sais plus. Il y en a eu 2 ou 3. Il y en a une rue de Tourtille. Enfin, ouais, il y a une bonne dizaine de boutiques. Le Gévaudan Musique. Gévaudan, me demandez pas. Patate Records, pourquoi Patate? Grand mystère. Patate Records, donc j'ai mon associé qui faisait 2 mètres, trouvait ça super drôle qu'on fasse un jeu de mots pourri. Patate Records, le disquaire qui a la frite, métro Parmentier. Sauf que lui, il s'est barré, il faisait 2 mètres, le petit gros, c'était moi. Donc, patate, délire. Voilà, donc il a fallu lutter des années pour que ça soit plus patate, ah ouais, patate, big up, voilà. Au début, on avait une patate, je sais plus, non, j'en ai plus des flyers. C'était une espèce de petite patate avec une casquette et des baskets, et au secours. On y va?
stock pour mes clients adorés Internet. Oups, mon poste de travail, voilà. Derrière, il y a les stocks de disques. Voilà. Regarde les photos des Skatalites. Les photos dédicacées des ancêtres de toute la musique jamaïcaine. Lloyd Brevett, le contrebassiste des Skatalites, Don Drummond, Roland Alfonso. Et là, il y a Lloyd Nips, mais le batteur, voilà. Ils sont au ciel. Ouais, bah oui, j'ai la photo dédicacée à Patate. Je me suis fait dédicacer des photos, j'ai des disques dédicacés. Voilà. Sans eux, il n'y aurait rien. Ouais, ils sont venus une fois, j'étais pas là. Ils sont venus faire une séance de dédicace pour un disque réalisé en France, les Skatalites Live in Paris au studio d'Avou. Sauf que moi, j'étais pas là le jour où ils étaient là, j'étais en Angleterre, hélas. Donc je les ai pas rencontrés, mais j'ai acheté des disques pour remplir ma cave. Ça, c'est le studio mythique de l'Hypérique. Donc il y a marqué, s'il vous plaît, ne me dites pas que le bureau est mal rangé. Parce que sinon, il faut le dire à l'Hypérie aussi, quoi. Parce que sinon, il faut le dire à l'Hypérie aussi. C'est des êtres d'exception qui sont bordéliques dans leur cerveau. Donc voilà, un 45 tours, parce que tout le monde sait plus ce que c'est. Donc il y a un gros trou, il y a des pistes, et on écoute les deux faces, pas comme les CD. Il y a deux faces, voilà. Et donc c'est le standard jusqu'à il y a quelques temps de la musique jamaïcaine. Maintenant, c'est hélas un peu le MP3 qui s'écoute sur son téléphone. Mais jusqu'à il y a une dizaine d'années, c'était le standard de la musique jamaïcaine. On n'écoutait que ça, des 45 tours. Le MP3, c'est autre chose, quoi. Le MP3, c'est ce que tu écoutes dans ta radio. Tu mets sur ta clé USB quand tu vas courir à la salle parce que tu pousses la fonte et tout. Il manque des bouts de fréquence. Dès que tu montes du volume, de toute façon, c'est pas la même chose. Hein. Je sais pas, le MP3, ça n'existe pas. Tu en as déjà vu un MP3? Non, mais après, regarde, dans les ordi, tu vois, tu mets tes trucs, il suffit que tu mettes mal le nom, tu sais même plus ce que c'est. Puis un vinyle, je sais pas, tu regardes, voilà, il y a une pochette, je t'en prends un, là, tu as une pochette, donc tu connais le producteur. Donc sur une pochette, même la pire des pochettes jamaïcaines, là tu vois à peu près, c'est-à-dire que tu regardes ça, tu dis tiens, je vois à peu près l'époque, oh tiens c'est lui qui a produit, tiens c'est un pressage jamaïcain, il y a le code barre, donc tu sais à peu près de quand ça date. Quand tu as un disque il te parle, quand tu as un fichier MP3 il te parle pas, c'est juste de la musique, voire du bruit des fois. Bien là, voire du bruit. Il y a des métadonnées aussi dessus, on peut avoir plein d'infos sur un fichier MP3. Je sais pas de quoi tu me parles. Tu sais que j'ai 50 et quelques années quand même, hein. Des métadonnées. Je sais pas, mais l'informatique, ça me parle pas, moi, c'est pas drôle. Là, t'as un truc dans les mains, tu le jettes en l'air, tu jongles, je sais pas. Pourquoi les gens ils se rééquipent? Parce que peut-être ils en ont marre d'avoir justement des fichiers avec des métadonnées. Des métadonnées, on dirait une maladie vénérienne, ton truc, métadonnées. En fait, j'ai un ami qui avait fait des études informatiques, Manu, qui était client au départ et il faisait plein d'allers-retours aux États-Unis. Et en fait, on a sorti une compile en, je sais plus, 93, 14, 15 en CD, le groupe de ska internationaux. Et lui était étudiant en informatique et ça a été le premier gars à sortir, il devait avoir 18-19 ans, il était client, il a sortir son, comment dire, il sortait son fanzine sur imprimante laser, alors que tout le monde faisait des découpages pourris, super laids et tout. Lui, il sortait son fanzine de 20 pages avec des tons de gris, alors que on était à l'époque, je sais pas, du fanzine de punk rocker, quoi, avec des découpages moches, taper à la machine à écrire et tout ça. Lui, c'était genre paginé, enfin, le truc et tout. Je dis, ah viens, on fait une compile. On a fait une compile de 94, 15, je crois.
ska américain, parce qu'ils faisaient français et américain, ils faisaient des allers-retours à New York. Et puis après, petit à petit, on a voulu devenir acteur. Je pense que c'est pour ça que j'ai continué, parce que j'ai toujours essayé de faire des trucs. 25 ans de collaboration. On veut faire des trucs, voilà. Donc on a des projets débiles, on a fait quoi? Un livre, un DVD, je sais pas, 40 CD, 300 disques, high-tech, le Manu. Et il m'a dit, mais pourquoi on ne ferait pas un site internet, une espèce de page d'accueil et tout? Puis en fait, c'était il y a quoi, je sais pas, 15, 20 ans, je crois. À l'époque où les Allemands s'y étaient mis. Tiens, mais moi je te fais ça et tout, je saurais le faire, je pense. Tiens, allez, vas-y, fais-le, hop, page d'accueil, hop, 3 pages, présentation de la boutique et tout. Ouais, c'est même lui qui m'avait ouvert mon adresse internet, je savais pas comment, il m'imprimait des feuilles, je savais même pas comment ça marchait. De retour dans 5 minutes avec la flèche au café au coin. Donc quand je suis pas là, il faut aller me chercher au café au coin. Mais c'est normal, ça, c'est la vie d'un disquaire, non, il me semble. On a tous notre café. J'avais un ami, Dominique Domisol, il disait, ah, de toute façon, les disquaires, ils finissent tous ou alcooliques ou dépressifs. Je suis accro au disque, moi, regarde. Je vis mon addiction, là, en live. Chez moi, j'en ai de moins en moins. Ma grand-mère, elle m'avait acheté une cassette, un truc à cassette, comme ça, là. Elle m'avait acheté un Led Zepp et 2 Bob. Ça marque, ces trucs, hein. Donc, je sais pas, je devais avoir 11-12 ans. Et Bob. Pas mal, Led Zepp, mais bon, t'as vite fait le tour, hein. C'est Bob. Mais je suis passé par plein d'autres choses, le rock alternatif, le punk rock, les groupes de boy, j'assume. La boutique a ouvert il y a 27 ans, en 92. On a racheté une collection, on ne savait plus quoi en faire, donc on l'a vendu en appartement chez un pote et tout, puis on était 2 au départ, et puis un copain à moi qui vendait tout, et puis il y avait 2 disques que je voulais récupérer dedans. Un single de Earl 16, Love is a Feeling. J'ai d'ailleurs depuis rencontré l'artiste, c'est devenu un pote, j'ai fait, je sais pas, 10 disques avec lui. Et un autre, le Sensational Metals, produit par Bunny Lee, je crois, avec une pochette sublime, verte pomme. Et je les voulais, il voulait les vendre à un pote. Je dis, mais t'es malade, c'est moi ton pote. Et je lui ai racheté la collection. Il y avait sur 700-800 albums. On lui a racheté tout. Moi, pour ces deux trucs. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on en fait? Et au bout de ma travail, j'étais poissonnier à l'époque, ouais, poissonnier au Monoprix. C'était un peu difficile comme métier, hein. Tu sens un peu le poisson, je sais pas, j'avais 25 ans, 24 ans, 25 ans. Et donc je me suis dit, changer de profession, pourquoi pas. Au bout de 2 ans, il m'a travaillé au corps, le pote, et tout. Il me dit, vas-y, viens, on fait funk et reggae. Toi, tu connais le reggae, moi, je connais le funk et tout. Et allez, on y va. Et puis un an après, il a compris que c'était pas pour lui, il s'est barré. Et il m'a laissé comme un débile, tout seul, dans ma boutique. Donc il a fallu travailler, faire avancer, apprendre. Ça y est, c'est fini là. Je suis KO là, j'ai envie d'aller dormir tellement que je suis mort.